Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire organisé par ADDL. Je suis Nelly Sylvestre, ingénieure commerciale, et je suis accompagnée de Gildas Volou, qui est ingénieur d'études depuis 8 ans chez ADDL. Alors aujourd'hui, on va vous présenter comment Ansys Discovery permet d'intégrer la simulation dès les premières phases de conception de manière simple. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, quelques mots sur ADDL. Depuis plus de 30 ans, nous sommes partenaires certifiés ANSYS, qui est le leader mondial en simulation numérique, et nous intervenons sur différents domaines de la simulation, notamment en mécanique des structures, en fluide, en matériaux, optique et en électronique. Et donc on accompagne des académiques, des clients industriels, des centres de recherche, ainsi que des bureaux d'études. Donc concrètement, notre rôle, c'est tout simplement d'aider, nos clients à exploiter pleinement, les outils de simulation ANSYS en les adaptant à leurs problématiques métiers. Et au-delà de la distribution des logiciels, ADDL propose un accompagnement, complet qui inclut le conseil, la formation, le support technique et également la réalisation d'études spécifiques. Alors maintenant, on va avoir un aperçu, du portefeuille des solutions ANSYS. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'offre, elle couvre l'ensemble des besoins en simulation numérique. Et dans le cadre du webinaire aujourd'hui, on va se concentrer sur Ansys Discovery, qui intervient très en amont, au moment où les choix techniques sont encore ouverts. Et dans cet environnement, on va voir Ansys Discovery occupe une place bien particulière. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Gildas? Oui, bien sûr. Alors, au niveau de ce que peut apporter Discovery, je veux dire, sur ses objectifs primaires, ça va être notion d'efficacité, d'optimisation, rapidité, réduction des coûts. Simplement, en fait, en accélérant tout ce qui va être prise de décision, parce que ça facilite les échanges entre les différents services. Et du coup, ça évite de se retrouver à devoir faire plusieurs essais. Donc là, c'est la notion de temps, ou alors devoir faire si là, on n'est pas du tout dans la simulation, de devoir faire directement des plans d'expérience en réel, et du coup, là, c'est des coûts matières qui peuvent être embêtants aussi. Et en fait, Anti-Discovery permet de répondre à ces problèmes assez facilement, parce que ça apporte une meilleure compréhension au niveau des différentes physiques, donc sur les différentes mécaniques qui entrent en jeu, donc que ce soit pour la mécanique des fluides, mécanique structure, ou pour l'électromagnétique, hein, parce que ça permet de balayer toutes ces physiques-là en ajoutant la possibilité de faire de la thermique en même temps. Ça a facilité les échanges, les interactions en fait entre services parce que c'est un logiciel qui est assez convivial, assez facile d'utilisation. Il n'y a pas tellement de difficultés à prendre en main, c'est assez intuitif. Certains diront que c'est que les boutons, mais l'avantage, c'est que du coup, c'est facile à prendre en main. Et tout ça, en fait, se positionne sur trois modes différents qu'on reverra sur les démonstrations entre modèle, explore et refine, partant en fait de la modélisation de la géométrie à la compréhension rapide des différentes physiques qui sont en place, jusqu'à la partie refine, où est-ce que là, c'est pour commencer à être un peu plus précis, avant potentiellement de basculer sur les autres logiciels. Et on a l'élément qui gentiment nous rappelle qu'il y a quelques prérequis tout de même par rapport à l'utilisation de Discovery. Donc ça vous demandera une certaine version d'OpenGL, avoir un minimum de RAM, que votre carte graphique ait un minimum 4 Go, même si 8 c'est mieux. Et si jamais vous avez des questions, de toute façon, par rapport aux besoins informatiques et matériels par rapport à l'utilisation de ce logiciel, je vous invite à aller sur le lien qui est indiqué sur la présentation. Pour commencer, du coup, pour mieux comprendre ce qui se passe sur Discovery, on a décidé de le découper en deux étapes, donc deux démonstrations, une avec la CFD, en échangeur thermique, un échangeur thermique simple et purement à guise d'exemple, hein, vous ne le retrouverez pas dans le commerce, celui-là, et un exemple de FER en optimisation topologique. Commencer du coup avec la CFD. Donc, la CFD, à travers les trois modes de Discovery, si jamais on regroupe un peu, vous avez la partie modèle, donc purement pour récupérer la géométrie si vous êtes passé à l'extérieur, ou alors sa création, si finalement vous voulez tout faire sur Discovery. Le mode Explore, qui lui va vous permettre une mise à jour automatique, dont je vous montrerai tout à l'heure, sur le calcul, en même temps que le calcul se résout. Vous pouvez aussi effectuer des modifications, que ce soit conditions limites ou sur la géométrie. Par contre, c'est simplement du fil incompressible et on a une convergence simplement par critère d'arrêt. Si vous voulez aller plus loin, vous aurez le mode refine. Donc là, vous pouvez choisir le type de solver que vous utilisez. Vous avez le choix au niveau du fluide qu'il soit compressible ou non. Vous avez plusieurs options de qualité de maillage, même si encore vous n'avez pas les mêmes contrôles que sur Fluent CFX quand vous faites ces calculs. Et on a de multiples critères de convergence.
Par contre, point commun sur les deux, entre Explore et Refine, c'est le fait que ce sont des phases uniques. Vous ne faites pas de multiphasique, on est vraiment sur la compréhension de base du calcul. Gros avantage, quand vous avez fait tout ça, finalement, vous voulez faire du biphasique, mais en fait, il y a du transfert possible vers Workbench, Fluent, Mechanical, en fait, en fonction de ce que vous avez mis en place. On n'est pas bloqué sur Discovery. Le temps qu'on a passé dessus n'est pas perdu. Et l'élément nous fait un petit rappel sur savoir, en fait, où est-ce que vous retrouvez ces informations. On pourrait se dire, bon, avec tout ça, je pourrais être vite perdu. Là, vous avez systématiquement un rappel que vous êtes soit en mode Explore, soit vous êtes en fluide, en thermique, et vous avez des messages, et puis savoir si vous êtes en statique ou en stationnaire. Ça, on le verra juste après lors de la démonstration. Juste un focus avant de basculer directement sur le logiciel. Pour récupérer le domaine fluide, en fait, ça se passe en haut dans les bandeaux, je vous remontrerai tout à l'heure, et en fait, on a un suivi facile de la mise en données, donc on n'est pas perdu, on a un bilan sur tout ce qu'on a fait. Et donc, je vais passer maintenant sur la démonstration assez rapide sur l'échangeur. Donc, quand vous ouvrez Discovery, par défaut, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre avec des possibilités de préchargement des différents modèles que vous avez de disponibles. Et vous avez toujours la possibilité, si vous avez besoin, de venir faire insérer une géométrie si vous voulez qu'elle se combine à celle qui est déjà présente, ou possibilité d'ouvrir. Et si jamais vous voulez revenir à la page d'accueil, toujours cette possibilité pour venir prendre la pièce qui vous intéresse. Juste le temps que ça charge. Donc là, j'ai importé ma pièce. Donc c'est une pièce qui va me servir d'échangeur. Donc j'ai un canal à l'intérieur qui pour l'instant est vide, sans fluide interne. Et je vais avoir chacune des lettres qui va correspondre à un des composants sur lequel je vais pouvoir indiquer des conditions thermiques, comme si c'était des puces, soit des endroits où est-ce que je disais que ce soit des résistances, peu importe ce que c'est, en tout cas ce sont mes zones pour pouvoir indiquer mes conditions thermiques. J'ai plusieurs options si je veux récupérer mon fluide à l'intérieur, soit j'utilise les options qui sont ici pour modifier la géométrie, soit si ma géométrie, je veux d'abord vérifier qu'elle soit correcte, je peux tout à fait venir la réparer, mais après j'ai des options de préparation, parce que je peux récupérer un volume interne. Le volume interne me demanderait de prendre à différents endroits et en fait me récupérer le volume à l'intérieur, mais ne me mettrait pas des conditions immédiates. Si je veux les conditions dans l'immédiat en étant en mécanique des fluides, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt utiliser les options ici, en flux interne, et je vais venir sélectionner en fait des surfaces qui correspondent aux sorties de mes emboucheurs. Et le logiciel, automatiquement, lui, va repérer la zone mouillée au centre et me récupère du coup ma canalisation en interne et me pose immédiatement aussi un flux d'entrée et un flux de sortie. Bien sûr, si ça ne me plaît pas, je peux tout à fait venir modifier ce flux d'entrée, ce flux de sortie, ici, en venant changer que ce soit en sortie et en changeant à ce que je veux une vitesse, un flux de masse, une pression. Là, pour l'instant, si jamais je lançais le calcul ici en mode explore pour voir ce qui se passe, je n'aurai que du flux. Si j'ai envie d'ajouter de la thermique, on voit que j'ai toujours la possibilité, car ici en haut, j'ai l'onglet thermique qui s'affiche. Je vais pouvoir venir indiquer un niveau de chaleur, par exemple. Donc, je vais prendre la lettre. Alors, une information rapide aussi sur Discovery, si vous faites un triple clic, vous sélectionnez des volumes. Et je vais indiquer mes valeurs. Dès l'instant que j'en ai indiqué une seule, on voit qu'on a maintenant une partie thermique solide qui est ajoutée avec un flux de chaleur, et je conserve bien ma partie écoulement fluide. Et j'ai mon rappel ici, je suis bien en thermique et en fluide. Alors, je vais poursuivre la mise en données juste en mettant des valeurs différentes sur les différentes lettres. Et si vous avez besoin, on est au niveau thermique, on peut tout à fait aussi modifier les conditions fluides maintenant. Dans le fluide, j'ai aussi la possibilité de modifier la valeur du fluide en entrée, donc je suis qui rentre à 8 degrés, il rentrera à 10 degrés. Et je peux préciser aussi les températures initiales de l'ensemble. C'est-à-dire qu'en thermique solide, j'ai une convection aussi qui est par défaut, qui est ici avec un flux autour à 22 degrés. En fait, c'est pour toutes les phases qui sont non sélectionnées, on considérera une convection. Bien sûr, encore une fois, je peux modifier si jamais ça ne me plaît pas et changer quelle est la condition par défaut. Une fois que tout cela est mis en place, on a juste besoin de venir préciser quelle est la fidélité qu'on veut pour le calcul. Donc cette notion de fidélité, c'est sur le niveau de maillage. Est-ce que vous voulez un maillage plus ou moins fin? Alors forcément, ici, je vais rester sur un maillage plutôt de faible qualité, simplement pour aller plus vite. Et ensuite, vous lancez résoudre. Pendant que ça résout,
je vais vous parler juste un peu de ce qu'on a ici, c'est les moniteurs. En fait, quand vous voulez faire un suivi de votre calcul, par défaut, on a maximum de température, chute de pression, maximum de vitesse. C'est l'information qu'on trouve ici. Mais je peux créer ce que je veux. C'est-à-dire qu'il y a quelques éléments déjà présents ici, mais je peux venir personnaliser et choisir parmi toutes les informations qu'il y a ici sur ce que je veux suivre. Choisir les phases sur lesquelles ça s'applique, les volumes, pour avoir un meilleur suivi. Et si jamais vous voulez voir ce que ça donne, il suffit de cliquer sur les éléments sur le côté et vous aurez directement en fait la valeur qui sera indiquée avec l'étape de suivi auquel vous êtes. Donc là, le calcul a eu lieu. Je vais juste changer l'affichage, je vais le passer en température. Et pour l'instant, en température, on n'a que le flux parce que j'étais en vecteur, mais si je vous passe en contour, on va avoir du coup les effets de température sur tout le domaine. Donc forcément, lorsque j'ai mis plus de flux de chaleur, en plus chaud. Et du coup, pour vous montrer l'avantage du calcul via le mode Explore, si j'ai envie de changer finalement, je me dis que la température de la première lettre, enfin, j'ai pas mis un flux de chaleur assez élevé, je le modifie. J'ai pas besoin de recliquer sur relancer. En fait, le calcul se remet à jour automatiquement. Là, on a le process qui est en cours et ça modifie la valeur. Je vais avoir la même chose si jamais finalement je me dis que d'un point de vue géométrie, en fait, mon bloc ici, je voudrais quand même prendre en compte le fait que j'avais mes congés. Je vais venir sélectionner sur le côté. Je vais venir appliquer mon congé ici. Et j'ai le calcul qui se remet à jour automatiquement. Forcément, il refait le maillage juste un peu avant. Et il me remet les valeurs à jour. Et vous avez bien le suivi au niveau des post-traitements où est-ce qu'on suit étape par étape. On a une indication de est-ce qu'à l'étape 1, quelle est la valeur, à l'étape 2, quelle est la valeur. Il y a juste à retenir quelle modification on a fait. Donc ça, c'est parce que c'est le mode Explore. Je vais juste l'arrêter. Si jamais vous aviez besoin, vous pourriez passer sur le mode Refine, qui lui vous proposera plus d'options. Par contre, il ne fait pas du calcul en continu. Mais vous allez avoir plus d'options au niveau de la simulation, à savoir, vous avez les options de qualité de maillage supplémentaires, donc l'option d'avoir accès à l'orthogonalité qui n'était pas disponible avant. Et vous avez des options pour spécifier les méthodes de modélisation, donc le modèle de turbulence choisi, changer les paramètres de convergence, spécifier la méthode pour le maillage, parce qu'on a un maillage tétraédrique, mais on a aussi le maillage polyédrique qui est disponible. Et à la différence du mode Explore, ici vous auriez dans ces suivis de valeurs, vous auriez des indications avec des triangles violets. Du coup, vous pouvez faire les mêmes calculs à la fois en Explore et en Refine, mais pour une même configuration. Vous aurez une indication rond orange et une indication triangle violet, cette fois-ci pour la partie Refine. Et voilà pour toute la partie calcul sur l'échangeur thermique. Alors bien sûr, on a d'autres options, hein, je peux dire, s'il fallait, ce que j'avais montré tout à l'heure, il y avait les suivis vecteurs, des plans, des suivis nuages de points qui correspondraient essentiellement au suivi de la partie fluide. Je vais montrer la partie thermique, étant donné que c'est ce qui permet d'allier structure et fluide. Et si jamais j'avais envie, je pourrais tout à fait basculer sur Mechanical ou sur Fluid à partir de ma fenêtre Discovery ici. Donc, je vais poursuivre maintenant sur la partie FEA. Donc, vu qu'on a fait un tout petit peu de solide avec la thermique, là, on va partir un peu plus sur vraiment la partie structure, mais on va se focaliser sur une option qui est assez pratique sur Discovery, qui est l'optimisation topologique, qui peut avoir du coup multiples applications, hein, donc la fabrication additive pour tout ce qui est impression 3D ou autre, dans l'aéronautique, pour alléger les pièces, dans le biomédical, sur le mobilier quand on veut faire des choses un peu plus exotiques. Mais après, ce qui reste un peu derrière, souvent, c'est une notion de réduction de coûts, réduction de matière, pour optimiser du coup nos productions. Ce mode d'optimisation topologique, en fait, se retrouve essentiellement sur le mode Explore. Donc celui que je vous ai montré au tout début sur la partie fluide, on va utiliser le même mode pour la partie structure. Et pour son utilisation complète, du coup, sur cette partie optimisation topologique, on a besoin en fait juste d'indiquer le calcul comme si on allait faire un calcul structure. Donc on indique les différents supports et les cas de chargement. Et c'est ensuite qu'on va venir préciser le choix d'optimisation topologique. Donc est-ce qu'on agrandit la rigidité? Est-ce qu'on va jouer sur un équilibre entre rigidité et fréquence? Ce genre de choses. Et comme d'habitude, vous retrouverez en fait ces informations directement sur la partie résumée en fait, de Discovery. Et le symbole optimisation topologique, c'est ce symbole. Maintenant, pour la mise en place finale, en fait, on a quelques critères supplémentaires qui va être savoir est-ce qu'on veut réduire en pourcentage de matière ou est-ce qu'on veut préciser un volume. Donc là, c'est plus si vous avez une masse à virer, vous connaissez la densité de votre matériau et vous allez réduire juste, vous dire bah, ce volume-là, ça correspond à telle masse, on l'enlève.
Sinon, vous réduisez en pourcentage pour dire à peu près tout ce qu'on va retirer. On a deux contrôles simples qui sont des contrôles d'épaisseur. Donc là, c'est plus à savoir, vous vous doutez que ça ne va pas être réalisable si c'est trop fin, et si c'est trop épais, ça ne va pas être fameux, parce qu'il y a une notion visuelle, par exemple. Mais après, on a 3 options qui, elles, sont liées plutôt au procédé que vous allez utiliser. Donc, direction de tirage, si jamais ça va être pour des pièces moulées, pour retirer au bon endroit la matière. Direction de table, ce sont des pièces usinées, parce qu'on ne peut pas usiner du coup, par en dessous la table. Du coup, ça vous indique la zone où le bras ne peut pas accéder. Et la prévention de surplombage, là, c'est pour tout ce qui est fabrication additive. Éviter d'avoir un trop gros dévers sur vos pièces et de devoir du coup rajouter beaucoup de supports pour pouvoir les réaliser. Et je vais vous montrer tout ça rapidement du coup, sur une suspente. Donc là, j'ai déjà importé la pièce, hein, mais si jamais il fallait réimporter, on pourrait faire ce qui était fait avant. Et donc, je vais mettre en données comme pour un calcul structure. Donc, ça permet de passer rapidement aussi sur le fait qu'on a quand même plusieurs options au niveau de la mise en données. Et ici, je vais mettre juste un appui avec un glissement, et je vais indiquer par la suite un support fixe, par contre, sur les deux perçages en haut. Je vais me servir simplement de ces deux perçages. Là, je change et je le mets en fixe. Je pourrais indiquer un déplacement si nécessaire, si jamais je faisais un autre type de calcul. On va aussi indiquer du coup un chargement ici sur la suspente. Donc là, ici, je peux mettre une force. Si j'ai envie de la mettre selon certaines composantes, je peux indiquer le composant sur lequel elle va s'appliquer. J'ai mis 2 fois. Du coup, maintenant, j'ai une force qui est appliquée. Et donc, je récupère bien du coup toute ma mise en données ici. Si j'avais envie plutôt de mettre une masse, parce que ce que je vais accrocher, c'est plutôt une charge que je veux mettre sur cette suspente, je pourrais tout à fait mettre une masse, et dans ce cas-là, il faudrait que j'active la gravité. À faire attention, quand vous êtes sur Discovery, vous avez toutes ces petites cibles sur le côté. Si jamais elles sont en rouge, c'est qu'elles sont exclues de la simulation. Si je veux les inclure, il suffit que je clique dessus pour que maintenant ça passe du coup en vert et que ce soit inclus, et je précise selon quel axe a lieu ma gravité. Et je fais la même pour mes efforts ou mes supports. Ici, je m'arrête ici pour la mise en données. Je n'ai pas envie d'ajouter de la thermique solide, je n'ai pas tellement besoin. Et donc, je vais venir indiquer, je suis en mode Explore, et je vais choisir Optimisation topologique. Ça m'indique immédiatement que je suis en optimisation topologique. Ici, j'ai l'indication qui est là aussi. Et les premières choses que ça me demande, c'est ce que je veux conserver. Donc, c'est la profondeur protégée. C'est-à-dire que je ne retirerai pas de matière sur cette profondeur qui apparaît ici en rose-violet. Pas de matière ne sera retirée à cet endroit-là. La matière ne sera retirée qu'ailleurs. Et c'est là que je vais pouvoir indiquer aussi le pourcentage, ou si je mets réduire en volume, le volume que je veux retirer. Là, ici, je vais changer. Je veux dire que en fait, ce que je veux faire, c'est faire en sorte que la contrainte soit la moins élevée possible, en réduisant la contrainte présente. Et en contrainte de fabrication, je ne vais pas faire d'indication particulière, mais je pourrais tout à fait venir choisir ici, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Si j'avais besoin de refaire une modification après avoir fait échappe en disant mince, j'ai quelque chose que je n'ai pas changé, je peux toujours faire venir clic droit éditer et faire des changements. Et je peux toujours changer ma mise en données, y compris à ce moment-là. Je ne suis pas bloqué par ça. Et une fois que c'est mis en place, rien d'autre à faire que de cliquer sur résoudre, et ça va lancer successivement des calculs qui, à chaque calcul, Discovery va faire en sorte de retirer via ces différentes équations de la matière à certains endroits, de façon à obtenir une pièce optimisée par rapport aux conditions qu'on a mis en place. Bien sûr, là, j'ai mis une fidélité qui est assez faible pour la rapidité, pour la présentation. Forcément, ça donne quelque chose de découpé à l'Opinel qui n'est pas forcément très propre à ce moment-là, mais c'est parce que le maillage est resté très grossier. Et si je le mettais plus fin, j'aurais quelque chose d'un peu plus propre. Là, je vais l'arrêter simplement pour ne pas le laisser aller au bout, parce que ce n'est pas le plus intéressant pour la démonstration à ce moment-là. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir qu'en fait, à la fin, quand vous avez votre pièce qui est maintenant dite optimisée, vous avez cet onglet juste à côté ici, qui est ajouté un corps optimisé au modèle. Et maintenant que je clique sur ajouter un corps, j'ai mon ancien corps qui là est masqué, qui est celui qui m'a servi à optimiser, et j'ai un autre corps qui est le corps facetisé, qui lui est désactivé pour la physique, car aucune condition mise en place, mais que j'ai pu récupérer. Et donc, avec les différentes options qu'il y a de présent sur Discovery, je pourrais sélectionner le corps dans son entièreté et le convertir en solide, pour ensuite m'en servir pour faire des modifications et repartir de cette pièce pour faire des calculs peut-être plus poussés sur Mechanical, par exemple. Et voilà, du coup, pour la présentation d'aujourd'hui, je vais laisser la parole à Nelly pour terminer.
Donc, nous arrivons à la fin de cette présentation. Gilda, si tu es prêt, on va prendre maintenant un moment pour répondre aux questions. Donc, j'ai vu passer une première question qui était: existe-t-il plusieurs offres d'Ansys Discovery? Pour les offres, si la notion d'offre, c'est pour les licences, en fait, on va avoir 3 niveaux de licence, à peu près comme tous les produits de la gamme Ansys. On va avoir la notion de Pro, Premium, Enterprise, avec chacun son niveau. Pour Discovery, la partie Pro, dans l'idée, vous avez accès qu'à la partie modèle. Donc, vous ne faites que la partie géométrie. C'est le système de licence pour la géométrie en 6. Et pour ce qui est de Premium et Enterprise, là, vous allez débloquer du coup plus ou moins d'options. Donc, aller de la simulation avec Refine pour faire les calculs jusqu'à la partie Explore et optimisation topologique. Et après, je Merci. vous invite plutôt à vous rapprocher si jamais il y a besoin des différents commerciaux ou de vos contacts chez ADDL pour pouvoir définir lequel niveau de licence vous convient le mieux. Exactement. Merci pour cette réponse. Alors, on a une deuxième question. Quel type de fichiers ou formats peuvent être importés dans Discovery? Alors, c'est vrai que j'ai fait un port, je ne vais pas forcément montrer immédiatement. Je vais à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire nouveau. Je ne sais pas ce que j'ai fait. En fait, quand on vient pour ouvrir, en fait, on a des possibilités, à peu près tous les fichiers qui peuvent s'importer. Alors, la liste est longue, je ne vais pas forcément énumérer entièrement. Dans l'idée, vous pouvez importer la plupart des fichiers des différents éditeurs géométriques qui existent, qui sont sur le marché. Euh, Ça va aller on peut faire le STEP, le STL, on a du SolidWorks, du Creo, Katia et compagnie. Sinon, dans la globalité, on n'est pas bloqué, la plupart des fichiers peuvent s'importer ici. Ok. Bon, bah écoutez, c'est plutôt rassurant sur ce point. Alors, il y a une autre question. Est-ce qu'il y a une passerelle possible vers Ansys Mechanical ou vers Ansys CFD Fluent? Alors ça, j'en ai parlé rapidement. Alors, juste pour situer où est-ce que ça se trouve. On est sur la partie simulation. En fonction de ce qu'on a utilisé ici, hein, que ce soit structure, écoulement fluide, thermique ou électromagnétique, en fait, il y a un onglet transfert. J'espère que ma souris se voit bien, sinon je les mets en surbrillance un tout petit peu. On a Mechanical, Fluent ici qui sont disponibles, simplement parce que Fluent, je fais de la fluide, et Mechanical parce qu'il y a de la thermique du solide de présent. J'aurais fait de l'électromagnétisme, on aurait la partie HFSS qui sera en surbrillance. Et pour les transferts vers Workbench, on va dire que c'est plus souvent quand vous avez simplement fait une conception avec juste une géométrie, ça permet de faire le transfert. Et ça se fait automatiquement, ça vous ouvre un fichier Workbench avec les liens. Pas tellement de problèmes sur ça. Alors ensuite, j'avais une autre question, Gildas. Donc, il y a une personne qui dit: 2 points me concernant. Pouvons-nous renseigner nos propres matériaux dans Discovery? Ça, c'est une question intéressante. Et pouvons-nous utiliser le résultat de l'optimisation, donc design modifié, dans une analyse statique de Mechanical pour pouvoir aller plus loin? Rapidement répondre à la deuxième, oui. Quand on a récupéré le format en fichier STL, il faut juste convertir le STL, parce que du coup c'est un STL que vous obtenez, le reconvertir en fichier solide, ou alors vous savez manipuler les STL pour les calculs. Et ça, après, du coup, c'est une mise en données standard, hein. Ça revient juste à importer une géométrie externe dans Discovery. Maintenant, pour ce qui est des matériaux, c'est vrai que je ne vais pas passer de temps dessus. On a la partie ici pour le calcul, j'avais de l'eau. Ici, on a la partie qui est externe, qui était enfin solide, qui est en acier. Pour les matériaux, ici, je peux venir éditer. Attends, je vais juste fermer ça, parce que ça ne sera pas vous aider à voir. On a une liste de matériaux déjà intégrés. Et en fait, si jamais il n'y a pas de matériaux qui vous intéressent, là, je vais volontairement modifier. Ouais. Je vais modifier volontairement ici, je vais mettre peu importe la valeur, on va mettre quelque chose de très léger. Je modifie la valeur et là, ça me propose données matériaux définis par l'utilisateur, enregistrés dans la bibliothèque locale. Et donc, si j'ai envie de modifier la matériau, je vais faire enregistrer dans la bibliothèque locale. En fait, vous allez avoir ici apparaître le fait que j'ai un test démo qui est disponible maintenant à l'utilisation pour la mise en données. Je peux vous montrer d'ailleurs un matériau qui n'existe pas de base. Si je vais dans Unité ici. Ici, j'ai indiqué air sat 70 degrés. C'est pour avoir de l'air saturé à 70 degrés en termes d'humidité. C'est un matériau qui n'existe pas. J'en avais besoin pour une simulation. Je l'ai créé et maintenant il est disponible. En fait, vous retrouverez systématiquement tout ce que vous avez créé en haut avec une petite fiche, vu que c'est indiqué en bibliothèque locale. Par contre, c'est que en local. Donc, si vous voulez pouvoir les partager entre vous au sein d'une même entreprise, on va vous faire votre bibliothèque locale.
allez dans les fichiers ANSYS, vous copiez la bibliothèque, puis vous la transmettez à vos collègues. Pour l'instant, il n'y a pas de système centralisé. Ok, merci Gildas. Alors, il y a encore quelques questions. On va essayer de respecter le timing. Est-il possible de faire une simulation fluide 2D symétrique dans ANSYS Discovery? Je vais pas basculer sur Discovery, parce que la réponse est non au général, et après, sinon, il faut tricher. En fait, on fait du faux 2D actuellement sur Discovery. Vous allez mettre une épaisseur, puis deux conditions de symétrie de part et d'autre, mais on ne fait pas de réel 2D actuellement. Actuellement, c'est du faux 2D. Ok. Et on a des questions qui se rejoignent, donc je vais les recouper en une seule. Comment paramétrer le maillage des pièces? Alors, notion de maillage, j'aimerais vous dire qu'il y a possibilité de le paramétrer sur Discovery. Mais en réalité, le maillage, au global, on peut seulement le régler ici en bas, au niveau de la fidélité du maillage, donc en fait qu'il soit plus ou moins fin, hein. Je bascule en Explore, ça me permettra de vous montrer rapidement la tête d'un maillage quand en fait on lance ici. Je te laisser relancer. En fait, on peut afficher le maillage, voir à quoi il ressemble. Donc là, ici, je vais me balader à l'intérieur. Vous voyez le maillage qui est créé. Ici, c'est un maillage qui serait typé PolyXcore pour ceux qui sont utilisateurs de Fluent sur le maillage qui est utilisé. Les seuls critères que vous allez pouvoir faire, en fait, c'est quand vous êtes sur le mode Refine pour pouvoir modifier la qualité orthogonale que vous avez. Mais ça, c'est simplement en mécanique des fluides, en mécanique structure. En fait, vous n'avez pas tellement la main sur le maillage. C'est quelque chose qui se fait automatiquement. C'est pas à vocation d'être précis. Donc, je sais que pour les personnes qui ont l'habitude de faire des calculs sur Mechanical ou des logiciels vraiment dédiés études, on a envie de savoir où est-ce qu'on met le maillage, quels sont nos critères. Ici, c'est faire confiance au logiciel, parce qu'encore une fois, Discovery, c'est simplement pour avoir une compréhension de ce qui se passe, avoir une idée de vers où on se dirige, plus que d'avoir un calcul précis en disant c'est ici qu'il y a un problème. Si on dégrossit avec Discovery, on affine avec Refine, et on va vraiment faire son calcul ensuite sur Mechanical et Fluent, quand on est à peu près sûr d'où est-ce qu'on va. Ça évite de perdre du temps et de faire des calculs qui prennent plusieurs heures ou plusieurs jours directement, alors qu'on peut avoir un calcul à résultat rapide sur Discovery. Alors, on va prendre une dernière question, Gildas, parce qu'on va essayer de Oui. respecter le timing. Donc, je vais prendre la question de Hugo. Dans le mode optimisation topologique, quels peuvent être les critères à imposer au solver pour l'optimisation? Par exemple, un critère de déplacement max, de contrainte max, de déformation max. Voilà. Forcément, j'ai fermé la mauvaise. Je vais du coup en ouvrir un qui est déjà fait. Ouais. Je vais l'ouvrir déjà en calculé. En fait, sur les critères, on ne va pas être aussi précis. Alors, si le but, c'est d'essayer de retrouver ce que vous avez sur le logiciel typé OptiSlang, on n'aura pas la même chose. Ça reste encore une fois l'utilisation topologique assez rapide pour des optimisations simples, avoir des ordres d'idées. Sur les choix, en fait, on est limité. C'est-à-dire que si on vient regarder sur les options de simulation, on a juste les indications de simulation standard en mécanique structure. Et tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est en épaisseur mine, on vient préciser l'épaisseur minimale qu'on veut, en fait, justement ici. Si jamais on veut mettre en épaisseur maximale, du coup, ça va tous indiquer à son endroit là. On n'a pas de limite, c'est juste que dès l'instant qu'on va cliquer, les indications, on les retrouve sur le côté. Donc là, si j'active tout le monde, je dois mettre quelque chose de surcontraint, ça permettra de voir tout le monde. On ne peut juste pas combiner table et tirage, parce qu'ils sont en opposition l'un et l'autre. J'ai indiqué la valeur minimale, la valeur max, et pour le surplombage, en fait, je vais indiquer l'angle que je ne veux pas avoir. C'est-à-dire au-delà de cet angle-là, j'en veux pas parce que c'est trop en dévers. Direction de table, on va juste venir indiquer l'endroit où est la table, donc c'est la flèche qui apparaît ici. Pour changer, du coup, on peut modifier sa valeur. Je ne sais pas si c'était réellement ça la question sur comment modifier les valeurs, mais en tout cas, du moins, c'est ici. Merci Gildas. Alors, je vois qu'il y a encore des questions, mais nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc, je vous invite à les poser sur notre adresse mail de contact, qui est contact@addl.fr. Bien évidemment, on reste à votre disposition si vous voulez en savoir plus sur ANSYS Discovery ou sur la simulation numérique. On espère vous revoir à l'occasion de l'atelier du 1er juillet. Merci à toi, Gildas, à toutes les personnes qui nous ont aidés à préparer ce webinaire et tous les participants. On vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.